Ça, c'est la plus belle image de la semaine. Quel plaisir. Et c'est presque aussi bien que de se dire qu'on va atteindre aujourd'hui les 100% de la cagnotte. Enfin, si tu nous files un coup de main en description. Et si t'as la ref, dis-nous en commentaire. Près de 20 ans après les faits, Nicolas Sarkozy sort du procès de l'affaire des financements libyens, dont le verdict tombera le 25 septembre. Pour l'instant, la justice réclame 7 ans de prison à son encontre. Et c'est important parce que c'est la plus grosse affaire de corruption du pouvoir français du début du siècle. Petit retour en arrière. Au début des années 2000, Kadhafi, dirigeant libyen, veut ouvrir le pays aux marchés internationaux et les autorités françaises acceptent de le rencontrer. Ce qui est vraiment pas commun parce que Kadhafi, il a quand même commandité un attentat qui a fait plus de 50 morts français 15 ans plus tôt, l'attentat du DC-10. Alors normalement, il devrait être banni. Pourtant, des membres du cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, vont aller directement en Libye. Et après que Nicolas Sarkozy soit élu président en 2007, il invite Kadhafi en grande pompe à l'Elysée, ce qui est hyper mal pris, vous pouvez l'imaginer, par les associations de victimes du DC-10 et les associations de défense des droits de l'homme, parce que le type, il réprime violemment sa population quand même. Mais l'amitié ne va pas durer, puisqu'en 2011, Nicolas Sarkozy retourne sa veste et aide les opposants au dictateur dans leur guerre qui se terminera par la mort de Kadhafi. Et les retournements en série commencent alors à s'expliquer chez Mediapart, qui va recevoir une copie du disque dur de l'intermédiaire véreux Ziad Takieddine. Dedans, les premiers éléments du dossier montrent que la campagne de Nicolas Sarkozy a été financée en secret par des fonds libyens. Et depuis, la justice et Mediapart ont trouvé des témoignages accablants d'autorités libyennes, des villas d'intermédiaires non déclarés dans des paradis fiscaux, des documents officiels qui parlent de virements de plusieurs millions, un cadavre dans le Danube, enfin bref, le dossier a bien grandi. Et après des mois de procès, après la sortie du film de Mediapart sur l'affaire, Nicolas Sarkozy n'a réussi à convaincre personne de son innocence à part ses alliés. Des alliés d'ailleurs nombreux dans les médias et chez les politiques qui commencent à voir leurs fautes punies par la justice alors qu'ils se croyaient intouchables. Faut dire que Sarkozy, il a carrément son fils chroniqueur sur LCI, puisque le proprio de la chaîne était le témoin de mariage de Sarkozy et puis c'est le parrain du dit chroniqueur. Je crois que ça s'appelle du piston, non ? Bon, après c'est loin d'être le seul à défendre son papounet chéri, puisque depuis le début des révélations, le monde de la télé et de la radio a décidé qu'il fallait se mettre du côté de Sarkozy. Certains comme Fogiel et El Krief ont carrément fomenté un complot avec Mimi Marchand et Carla Bruni pour sa défense. Ouais, c'est lunaire et c'est la France. Bon, on pourrait se réjouir que justice soit enfin rendue, mais ça pose beaucoup de problèmes. Déjà parce que les faits datent de 2006 et sont jugés 19 ans plus tard quand même. Voilà, donc en France, quand un type a les moyens ou les connaissances, il faut un temps démesuré pour que la justice constitue un vrai bon dossier. Alors je crois bien que Macron, il va falloir attendre au moins 2040 pour le voir au tribunal, Enfin, sauf si on change les choses entre-temps. Et ensuite, même quand le dossier existe et est bien complet, ces gens, ils ont tout le loisir de faire comme Marine Le Pen, François Bayrou ou même Cahuzac, il y a 10 ans. Se victimiser à grand renfort de plateau télé. Bon, heureusement pour nous, dès 2008, Mediapart existait et pouvait se saisir de ces affaires grâce à l'argent de ses abonnés. Comme ça, ils ont fait ce qu'aucun média de milliardaire n'aurait fait puisque ce sont ces milliardaires qui sont soit corrompus, soit corrupteurs. Et ici aussi, on est indépendant, à la fois dans notre discours, mais aussi et surtout dans nos finances. On est transparent et égalitaire dans nos rémunérations, et en ce moment, on rassemble nos soutiens dans une cagnotte. Alors pense à nous rejoindre dans le lien en description. Merci. Et petit message pour ceux autour de Guingamp, on organise avec le café associatif L'Annexe une conférence débat sur les mouvements anti-guerre en France lors de la Première Guerre mondiale. On sera avec le spécialiste Guillaume Davranche, auteur du livre Trop jeune pour mourir. Alors pour les intéressés, rendez-vous demain le vendredi 11 avril à 19h à L'Annexe, au 29 rue des Ponts Saint-Michel à Guingamp. Voilà, nous on est gentils, on fait des rencontres anti-guerre, mais il y en a d'autres qui ont plus d'avance, genre les Tunisiens. Donc direction la Tunisie, où des milliers d'étudiants ont manifesté lundi contre la reprise des bombardements à Gaza. Bon, en fait, il faut savoir que les jeunes Tunisiens font des rassemblements hebdomadaires pour soutenir le peuple gazaoui. Et c'est grâce aux syndicats étudiants qui ont décrété une grève générale. L'objectif, c'est de ne pas s'habituer aux massacres qui sont commis par l'armée israélienne. Malgré le temps qui passe, on n'oublie pas qu'un génocide est en cours à Gaza. Mais Gaza, c'est aussi le front le plus meurtrier de la guerre mondiale qui approche. Et le peuple gazaoui subit ce qui va être promis à d'autres peuples si on
on laisse les dirigeants du monde nous emmener dans leur guerre. Donc comme en Italie, ce mouvement des jeunes Tunisiennes et Tunisiens a de quoi nous inspirer. Et voilà pour aujourd'hui, c'était une vidéo écrite par Nico et Emeric, montée par Pixel, et puis si elle est possible, c'est que derrière, il y a une quinzaine de canards qui bossent dur. Donc n'hésitez pas à nous soutenir encore une fois sur notre cagnotte, on arrive bientôt aux 100%. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bisous.